Nous revenons à la session cas clinique quiz et comme modérateur avec moi, j'ai l'honneur d'avoir à côté de moi le professeur Heshmi Ben Hamouda et le docteur Imen Chebchoub de Sfax qui va nous joindre aussi. Les cas cliniques que nous allons voir ont été faits de façon didactique et pertinente et j'ai l'honneur de présenter le premier cas clinique qui va être présenté par le docteur Rim Belhaj de la pédiatrie Sfax concernant le thème suivant, pourquoi mon ictère se prolonge. Merci, chers maîtres et collègues. Je vous présente aujourd'hui un cas clinique quiz sur un ictère néonatal qui se prolonge. C'est l'observation d'un nouveau-né de sexe féminin admis âgé d'un de vie pour ictère cutanéomique. Aux antécédents, elle est née à terme par césarienne d'une première grossesse compliquée d'Ashlia gravidique, eutrophique à la naissance, bonne adaptation à la vie extra-utérine, sous allaitement maternel exclusif, les parents sont non consanguins en bonne santé et dans la famille, il n'y avait pas d'antécédents particuliers en dehors d'une cirrhose biliaire primitive chez la grand-mère maternelle. L'histoire de la maladie remonte à J5 de vie, marquée par la constatation par les parents d'intensité modérée qui était négligée et s'était associée à des régurgitations fréquentes, un transit correct et des selles normocolorées, le tout évoluant dans un contexte apyrétique. À l'admission, l'examen somatique trouvait un nouveau-né apyrétique, dextro correct, le poids 3,5 kg, donc une bonne prise pondérale de 30 grammes par jour, la taille à 49 cm, périmètre crânien à 35 cm. Elle avait un ictère jaune orangé et une pâleur modérée. L'examen neurologique était normal. Elle n'avait pas d'hépatosplénomégalie, les organes génitaux externes de type féminin bien différenciés et elle avait des urines et des selles normocolorées. Donc, devant ce tableau, on a complété par le bilan biologique suivant. La bilirubinémie totale était à 115 micromoles par litre, avec un taux de bili conjugué à 6 micromoles par litre. À l'NFS, l'hémoglobine 10 grammes par décilitre, avec BGM à 93, TCMH 1,5 et taux diurétique à 85 400. Les globules blancs à 12 200, les plaquettes normaux à 327 000. Le groupe sanguin Rhésus du bébé était O positif, le groupe sanguin Rhésus de la mère est aussi O positif et le test de Coombs direct était négatif. Donc, au total, on est devant un ictère prolongé à bilirubine libre associé à une anémie normochrom normocytaire arégénérative chez un nouveau-né né à terme, eutrophique, sans antécédents périnataux et ayant un examen clinique sans particularité en dehors de l'ictère et de la pâleur. Je vous rappelle qu'on parle d'un ictère prolongé chez un nouveau-né né à terme lorsqu'il persiste au-delà du 10e jour de vie. La première question chez notre patiente, prolongée à bilirubine libre, quelles sont parmi les suivantes les hypothèses diagnostiques les plus probables? Donc, A, une cause endocrinienne, B, une infection postnatale, C, une maladie de Crigler-Najjar, D, résorption d'hématome, ou bien E, une sténose hypertrophique du pylore. Donc, on lance le quiz, vous avez 30 secondes. Voici les réponses justes. C'est soit une cause endocrinienne ou bien une infection postnatale. Ce sont les deux hypothèses les plus probables, puisque la maladie de Crigler-Najjar, la résorption d'hématome et la sténose hypertrophique paraissent très peu probables. Pour la maladie de Crigler-Najjar, ce qui est contre, c'est l'absence de consanguinité, l'intensité modérée de l'ictère, la résorption d'hématome, mais il n'y a pas d'accouchement traumatique. Et pour la sténose hypertrophique du pylore, ce qui est contre, c'est la bonne prise pondérale, l'absence de vomissement abondant, c'était juste des régurgitations simples. Je vous rappelle ici les étiologies des ictères à bilirubine libre prolongée. Il y a soit les infections postnatales, ça peut être lié à une trisomie 21, soit une résorption d'hématome, une sténose hypertrophique du pylore, ça peut être une maladie de Crigler-Najjar ou bien une maladie de Gilbert. Les causes endocriniennes, ici, il y a aussi les hémolyses néonatales qui se prolongent et enfin l'ictérolèdmer qui reste toujours un diagnostic d'élimination. Chez notre patiente, par les données de l'examen clinique, de l'interrogatoire et des premières données de la biologie, on a pu déjà éliminer la trisomie 21. C'est pas une hémolyse ni une sténose hypertrophique du pylore, pas de signe en faveur d'une maladie de Crigler-Najjar ni de résorption d'hématome. C'est pas à ce stade qu'on retient l'ictérolèdmer, donc on reste soit devant une infection postnatale ou une cause endocrinienne. Quelles sont les causes endocriniennes de l'ictère prolongé à bilirubine libre? C'est d'abord l'hypothyroïdie qui est la plus fréquente, deuxièmement le déficit en hormones de croissance et troisièmement le déficit en cortisol qui peut être d'origine centrale ou périphérique.
Donc, on a complété par le bilan de deuxième intention. Le CBI, la culture est revenu négatif. Le bilan thyroïdien était normal. La glycémie veineuse normale à 4,5 mmol par litre. L'iono sanguin, la natrémie normale et la calémie normale. Et pour l'iono urinaire aussi, la natriurèse et la caliurèse étaient normales. Donc, devant la normalité de tout ce bilan, on a complété par le dosage de la cortisolémie et de la CTH à 8 heures du matin et c'était effectué à J22, à J32 et contrôlé à J34 de vie. Pour la cortisolémie, les taux étaient respectivement en nanogrammes par millilitre à 40,7 puis à 29,4 puis contrôlé à 16,3. Donc, ce sont trois valeurs basses de la cortisolémie puisque la normale doit être supérieure à 50 nanogrammes par millilitre. Pour la CTH, les valeurs respectivement étaient à 78,75 contrôlées à 165 puis à 178 picogrammes par millilitre. Donc, ce sont trois valeurs élevées puisque la normale doit être entre 10 et 50 picogrammes par millilitre. Donc, au total, on est devant un ictère prolongé à bilirubine libre avec cortisol bas ACTH élevé et le tout a permis de retenir le diagnostic d'une insuffisance surrénalienne primaire ou périphérique chez un nouveau-né de sexe féminin sans antécédents périnataux ni familiaux particuliers. Donc, la deuxième question, donc, devant cette insuffisance surrénalienne primaire ou périphérique, quelles sont les hypothèses diagnostiques qu'on peut évoquer chez notre patiente? Soit une adrénoleucodystrophie, une hémorragie intrasurrénalienne, une hyperplasie congénitale des surrénales, une hypoplasie congénitale des surrénales ou bien une résistance à l'acide. On lance le quiz. C'est à vous de répondre. Voici les réponses. Donc, toutes les réponses sont justes, à part l'adrénoleucodystrophie. Ce qui est contre, c'est surtout le sexe féminin, l'absence de consanguinité, l'absence de cas similaires et l'absence d'atteinte neurologique. Voici les causes de l'insuffisance surrénalienne primaire ou périphérique à début néonatal. C'est soit une hémorragie intrasurrénalienne qui peut être liée soit à une asphyxie ou bien un sepsis néonatal. Deuxièmement, l'hyperplasie congénitale des surrénales, qui est la cause la plus fréquente des insuffisances surrénaliennes primaires chez le nouveau-né, dans plus de 50% des cas. Par la suite, on peut trouver une hypoplasie congénitale des surrénales moins fréquemment, dans 1 à 5% des cas. Et enfin, il y a les syndromes de résistance à la CTH qui constituent 5% des causes des insuffisances surrénaliennes primaires. Donc, comment s'orienter devant une insuffisance surrénalienne périphérique chez un nouveau-né ou un nourrisson? L'orientation, elle dépend de taux de l'activité ou de l'activité de la rénine plasmatique. Donc, on est soit devant une activité rénine élevée ou normale. Si l'activité rénine est élevée, plus ou moins un syndrome de perte de sel, dans ce cas, il s'agit d'une anomalie de développement des surrénales. La plus fréquente, c'est l'hyperplasie congénitale des surrénales qui peut être liée à plusieurs blocs enzymatiques, dont le plus fréquent, c'est le déficit en 21 hydroxylase dans plus de 80%, ou bien une hypoplasie des surrénales qui peut être liée à l'exosyndromique. Dans l'autre situation, maintenant, si la rénine elle est normale, dans ce cas, on parle d'un déficit isolé en cortisol ou résistance à la CTH. Et dans ce cadre, on peut trouver soit un déficit familial en glycocorticoïdes ou en cortisol, qui peut être de type 1 ou 2, ou bien d'une anomalie métabolique par anomalie mitochondriale ou peroxysomale. Notre patiente, on a complété par le dosage de la 17-OHP, de DHEA et de la delta-4 androsténédione qui était toute normale, éliminant ainsi un bloc enzymatique. L'iono sanguin a été refait, était normal, il n'y avait pas d'hyponatrémie ni d'hypercalémie. L'iono urinaire n'a pas montré d'hypernatriurèse, la natriurèse était normale ainsi que la caliurèse. Le dosage de l'activité rénine plasmatique a montré un taux normal à 40,7 picogrammes par millilitre. L'échographie abdominale était demandée à la recherche d'une diminution de la taille des surrénales et ça montrait des surrénales de taille diminuée à 0,7 mm pour une valeur normale de 3 à 4 mm. Donc, au total, on est devant une insuffisance surrénalienne périphérique avec une activité rénine plasmatique normale et à l'échographie des surrénales de petite taille. Donc, le tout a permis de retenir le syndrome de résistance à la CTH. Les syndromes de résistance de la CTH, il y en a plusieurs, elle peut s'intégrer dans plusieurs pathologies. D'abord, ça peut s'agir d'un déficit familial en glycocorticoïdes, ça peut être un syndrome d'Algrove ou syndrome de 3A. Les anomalies du stress oxydatif qui sont récemment décrites. Il y a d'autres pathologies qui donnent une destruction du parenchyme surrénalien, comme dans les défauts de réparation de l'ADN. Il y a l'adrénoleucodystrophie, la maladie de Zellweger ou les cytopathies mitochondriales. Donc, pour notre patiente, on est devant une insuffisance surrénalienne primaire avec une activité rénine plasmatique normale.
Donc, il s'agit d'un déficit en cortisol ou d'une résistance à l'ACTH. Reste à définir le syndrome de résistance à l'ACTH. Est-ce que c'est d'un déficit familial en glucocorticoïdes ou bien une anomalie métabolique? Pour ce faire, on a complété par l'étude génétique, par séquençage à haut débit ou NGS, qui a permis d'identifier une mutation du gène NNT ou la nicotinamide nucléotide transhydrogénase, qui est responsable sur le plan moléculaire d'un défaut d'expression de la protéine NNT. C'est quoi cette protéine NNT? Cette protéine NNT, c'est une protéine qui se trouve au niveau de la membrane interne de la mitochondrie surrénalienne et elle a comme fonction principale le maintien d'une homéostasie redox ou la diminution du stress oxydatif, la détoxification des radicaux libres qui sont produits lors de la stéroïdogenèse. Comment elle va agir? Elle va agir par la régénération de ce NADPH. Et le NADPH, c'est un cofacteur principal pour l'action de ces deux systèmes de défense antioxydative, le système glutathion et le système thyroïdoxine, qui permettent la neutralisation des radicaux libres, principalement le H2O2. Donc, on conclut que si on a une anomalie de la protéine NNT, on aura une augmentation du stress oxydatif. Donc, il y aura une augmentation de l'apoptose cellulaire, une altération de la stéroïdogenèse et de la morphologie de la surrénale. Dans la littérature, les mutations du gène NNT ont été initialement décrites dans des pathologies type déficit donc, en cortisol, et ça représente une incidence de 5 à 10% du déficit familial en glucocorticoïdes. Par la suite, les publications ont montré un phénotype plus large qui n'inclut pas seulement le déficit isolé en glucocorticoïdes, mais ça peut aussi donner un déficit en minéralocorticoïdes isolé ou associé à un déficit en glucocorticoïdes. Et ça peut aussi donner des manifestations extrasurrénaliennes par augmentation du stress oxydatif. Sur le plan clinique, la manifestation initiale, elle peut commencer à un âge de début décrit dans la littérature de 11 mois, avec des extrêmes allant de la naissance à l'âge de 4 ans. Le début, elle est plus précoce dans les formes qui associent un déficit en minéralocorticoïdes. Et en fonction du phénotype, ça peut commencer par des manifestations révélatrices comme hypoglycémie, plus ou moins compliquée de convulsion, une hyperpigmentation par élévation de la CTH, un syndrome de perte de sel dans les formes avec déficit de corticoïdes. Ça peut donner aussi une léthargie, une pâleur, un ictère, comme notre patiente, un retard staturo-pondéral, plus ou moins un retard psychomoteur. Donc, le diagnostic retenu chez notre patient, c'est un ictère prolongé à bilirubine libre, révélant un déficit congénital isolé en glucocorticoïdes secondaire à une mutation du gène NNT, ou ce qu'on appelle la nicotinamide nucléotide transhydrogénase. La question maintenant, devant ce déficit en cortisol, quelle est la prise en charge thérapeutique que vous proposez? A, un traitement substitutif par glucocorticoïdes. B, supplémentation salée jusqu'à l'âge de 2 ans. C, carte d'insuffisance surrénalienne. D, suivi de la croissance jusqu'à l'âge scolaire. Et E, une surveillance par bilan biologique et endocrinien régulier. Donc, je lance le quiz. Vous avez 30 secondes. Voici les réponses justes. Donc, il faut instaurer un traitement substitutif par glucocorticoïdes, donner à la patiente une carte d'insuffisance surrénalienne et surveillance par des bilans biologiques et endocriniens réguliers. Bien sûr, pour la supplémentation salée, elle n'est pas indiquée chez notre patiente puisqu'elle n'avait pas de perte de sel. Et pour le suivi de la croissance, il est indiqué, mais il doit être plus prolongé. La conduite à tenir thérapeutique dans les anomalies du stress oxydatif avec phénotype déficit isolé en cortisol, c'est l'annonce de la maladie, la prise en charge psychologique des parents, puisque c'est une maladie qui nécessite un traitement substitutif à vie par hydrocortisone. La dose de l'hydrocortisone, c'est de 15 à 20 mg par jour en 2 à 3 prises, et c'est un traitement à vie. Le régime normosodé, une carte d'insuffisance surrénalienne et bien sûr une surveillance clinique portant sur la croissance, le développement psychomoteur, la puberté et sur le plan biologique, c'est la surveillance de la CTH et de l'activité rénine plasmatique. Il faut faire attention dans ces anomalies du stress oxydatif puisque la protéine NNT est ubiquitaire et tous les organes qui sont riches en mitochondries et surtout les organes qui sont sensibles au stress oxydatif peuvent être touchés. Donc, au cours de l'évolution, peuvent apparaître un déficit secondaire en minéralocorticoïdes. On peut avoir aussi une atteinte cardiaque associée. Dans les plus décrits dans la littérature sont la cardiomyopathie hypertrophique. Ça peut donner une insuffisance cardiaque. Des associations à une non-compaction du VG ont été également décrites. Cette anomalie peut donner aussi une hypothyroïdie, une intolérance au glucose et ou un diabète par diminution de la sécrétion de l'insuline par altération des cellules bêta. Un déficit partiel en GH aussi peut se voir et enfin, ça peut donner une atteinte gonadique et génitale et c'est surtout les tumeurs et les inclusions testiculaires
Ça a été aussi décrit des formes avec puberté précoce et à l'âge adulte même, ça peut donner une infertilité avec azoospermie, d'où l'intérêt de la surveillance prolongée. Pour notre patiente, l'évolution, le recul actuel est de 4 ans à 3 mois. Elle a jusque-là une croissance staturopondérale et développement psychomoteur normal. Elle n'a jamais présenté d'hypoglycémie ni de mélanodermie. Son échographie cardiaque est normale. Les bilans thyroïdiens de contrôle sont aussi normaux. Par contre, à l'âge de 8 mois, elle a présenté une stagnation pondérale avec une activité plasmatique élevée. C'était contrôlé à 2 reprises avec une perte de sel. À l'iono, elle avait une hypernatrurèse. Donc, on a retenu le diagnostic de déficit secondaire en minéralocorticoïdes et depuis, la patiente était mise sous traitement par fludrocortisone. Actuellement, elle est bien équilibrée par l'hydrocortisone et le fludrocortisone. Et au dernier bilan, elle avait ACTH normal, activité rénine plasmatique normale. Donc, en conclusion, il faut toujours penser à l'insuffisance rénalienne devant tout ictère néonatal prolongé inexpliqué. Pour les anomalies du stress oxydatif, c'est vrai que c'est une cause rare des insuffisances rénaliennes primaires chez le nouveau-né et le nourrisson, mais il faut toujours y penser. Et il y a surtout l'intérêt donc de l'étude génétique par NGS ou séquençage à haut débit. Et enfin, j'assiste sur l'intérêt d'une surveillance stricte dans ces anomalies du stress oxydatif, puisqu'elles peuvent donner une atteinte de plusieurs organes. Il faut surveiller le cœur, la thyroïde, la puberté, et à l'âge adulte même, il faut surveiller la fertilité. Et aussi, il ne faut pas oublier la surveillance biologique par le dosage de l'activité rénine et le taux d'ACTH. Enfin, je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Belhaj, pour cette présentation, pour ce cas très intéressant et très enrichissant. Imen, bonjour. Je vous laisse présenter le deuxième cas. Oui, chers collègues, je suis très ravie d'être avec vous, même si c'est à distance, dans ce premier congrès de l'Association tunisienne de médecine néonatale. Donc, ce cas clinique présenté par Dr Lim Belhaj illustre une cause exceptionnelle d'ictère néonatal, mais il faut y penser devant tout ictère néonatal, surtout lorsqu'il se prolonge. C'est pas toujours un ictère lié à l'allaitement maternel comme on le pensait auparavant. Il faut creuser maintenant dans des pathologies qui sont rares, mais qui existent, entre autres les causes endocriniennes. Commencez toujours par penser à l'hypothyroïdie. C'est plus fréquent, c'est plus urgent, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Il ne faut pas passer à côté de ça, surtout qu'en Tunisie, on ne fait pas de dépistage néonatal et c'est malheureux. Et si l'hypothyroïdie ne se confirme pas, pensez aux causes endocriniennes. Ça peut être le déficit en cortisol, comme ça peut être un déficit en hormones de croissance qui se révèle en période néonatale. Attention, l'hypoglycémie n'est pas toujours présente s'il s'agit d'un déficit en cortisol ou bien d'un déficit en GH. Si elle existe, il faut penser au cas de panhypopituitarisme, incluant plusieurs déficits endocriniens centraux. Si elle n'existe pas, pensez au déficit en cortisol isolé ou bien un déficit en GH isolé. Est-ce qu'il y a des questions dans ce sens ? Nous sommes prêtes, moi et Rim, pour vous répondre. Merci, Imen. Mais je vous laisse présenter le deuxième cas clinique. Oui, donc on va passer maintenant au deuxième cas clinique, intitulé « Lésion de la muqueuse buccale chez un nouveau-né ». Ce cas clinique sera présenté par Dr Hayed Benhamida, qui fait partie du service de néonatologie de Monastir. À vous la parole, chers madame. maîtres et chers confrères, permettez-moi de vous présenter un cas clinique sur les lésions de la muqueuse buccale chez un nouveau-né. Comme énoncé, il s'agit d'un nouveau-né qui a été réadmis à JC de vie pour des lésions buccales. Ce nouveau-né, il avait comme antécédent une mère âgée de 37 ans, multipare, atteinte de maladie de BC, d'un syndrome d'anticorps antiphospholipides. Elle est sous traitement par le colchicine, un comprimé par jour, et le Solipred à 10 mg par jour, et elle prend aussi le HBPM en sous-cutané pendant la grossesse pour éviter les thromboses. Dans la fratrie, ils ont eu donc des lésions buccales pareilles après le même intervalle libre de l'accouchement. La grossesse, elle était menée à un terme de 36 semaines 5 jours, compliquée du diabète gestationnel sous insuline. L'accouchement s'est déroulé par voie basse suite à un RPM de 12 heures.
l'Abgar il était correct, le poids de naissance est égal à 3,6 kg et la période initiale néonatale il était sans antécédent, c'est-à-dire que l'IMF elle était infirmier et la surveillance glycémique chez ce nouveau-né elle était correcte. L'examen à la réadmission, le nouveau-né il était normotaire, il était ethnique, il avait un bon état neurologique et hémodynamique, mais il avait la présence des lésions buccales. Ces lésions, donc, c'est ulcéreuses, jaunâtres, bien limitées, elles ne sont pas microtiques, de petite taille, localisées au niveau de la lèvre supérieure et inférieure. Elles sont très douloureuses et aussi on a noté les mêmes lésions au niveau du périnée. Voici l'aspect de ces lésions au niveau de la lèvre inférieure. Elles sont donc de petite taille, jaunâtres, mais elles sont très douloureuses de telle façon donc qu'elles empêchent l'alimentation chez ce nouveau-né. Pareil, on a trouvé des lésions donc, au niveau en interfécier, au niveau du périnée, qui sont plus profondes et plus étendues donc, en surface. La question qui se pose, quelles sont donc ces lésions? Les hypothèses donc, diagnostiques, notre hantise, s'agit-il de lésions virales herpétiques congénitales? On peut évoquer la stomatite aussi infectieuse bactérienne postnatale, par exemple une staphylococcie ou autre. Deuxième question, quels sont les examens complémentaires qu'on va demander? Ces examens de première attention, on va demander une CRP qui est revenue à 29 mg par litre. On va demander de façon associée l'anémieration formée sanguine qui a montré une hyperleucocytose à 26 270 éléments par millimètre cube. Et on a aussi complété par une procalcitonine qui est égale à 0,154 nanogrammes par millilitre, comparée à la valeur normale inférieure à 0,5 nanogrammes par millilitre. Quelle est votre interprétation du bilan? On peut conclure un syndrome inflammatoire biologique, mais est-ce que c'est infectieux ou pas? C'est peu probable ici qu'il s'agit d'une infection bactérienne. Pourquoi? Puisque, tout d'abord, l'enfant n'est pas fébrile. Deuxièmement, donc, il est en bon état donc, général. Il n'y a pas un sepsis, il n'y a pas un syndrome infectieux donc, clinique. Et la procalcitonie qui a été faite avec la CRP, elle était négative, qui est la plus synonyme d'infection donc, bactérienne. Est-ce qu'il peut s'agir aussi d'une pneumo-infection herpétique? Donc, cette hypothèse aussi a écarté chez ce nouveau-né, puisque donc c'est le quatrième cas dans la fratrie. La pneumo-infection, souvent, c'est le premier enfant. Donc, le problème, c'est quoi encore? Ces lésions. Il faut réfléchir, il faut trouver une autre hypothèse, et pour s'aider, on doit lire plus sur donc, ce cas clinique. Est-ce qu'il peut s'agir d'un B7 néonatal? Quels sont les arguments donc pour? Tout d'abord, il ne faut pas oublier que la mère elle était atteinte de la maladie de B7. Deuxièmement, ces lésions sont bipolaires, c'est-à-dire qu'elles sont à localisation orale et génitale. Et toujours la première question qui se pose devant donc, des lésions bipolaires, la phtose bipolaire donc, classique, c'est quoi? C'est la maladie de B7, c'est la première réponse qu'il faut donner. Il ne faut pas oublier la récurrence chez la fratrie, donc de même aspect, de même intervalle libre, avec une évolution donc, transitoire, ça suppose un autre mécanisme qui est infectieux. Y a-t-il d'autres examens complémentaires donc, à faire chez ce nouveau-né dans ce cadre de cette hypothèse? Oui, on va compléter donc, par le dosage des anticorps type ANK et les anticorps antinucléaires et aussi les anticorps antiphospholipides chez ce nouveau-né, puisque la mère elle a aussi le syndrome des anticorps antiphospholipides associés. Ces anticorps sont revenus négatifs. Et puisque dans la maladie de B7, on pense toujours à un problème donc, familial ou génétique, donc on va faire le typage HLA-B5
qui est aussi revenu donc négatif. De même, il a été négatif donc chez la mère lors du suivi. Deuxième question donc majeure après le diagnostic, c'est quoi le traitement de ces lésions? Tout d'abord, il faut penser à l'alimentation de ce nouveau-né qui est algique, qui ne peut pas prendre donc ni le sein ni le biberon. Donc, on va assurer un régime par gavage gastrique. Il faut penser au confort donc, du nouveau-né. Donc, on va administrer des antalgiques à base de paracétamol péros. Et le traitement donc, spécifique, c'est la corticothérapie. Puisque ces lésions donc, sont donc, des lésions évolutives, on va donc opter pour la voie générale et la voie orale à posologie de 1 mg kg par jour avec application donc, de topiques locaux au niveau donc, de lèvres et au niveau du siège. L'évolution, on a eu une amélioration progressive de ces lésions buccales et du périnée et prise du biberon, donc réussie dès J3 avec disparition totale après dizaines de jours du traitement par la corticothérapie orale et locale, tout en respectant bien sûr la digression donc, de la dose de corticoïdes à l'arrêt. Vous voyez ici donc l'amélioration donc, des lésions au niveau de lèvres inférieures donc, après démarrage du traitement par les corticoïdes. Un petit rappel sur le BCIT donc néonatal. Tout d'abord, il faut savoir que la cause exacte de la maladie de BCIT n'est pas connue, mais elle appartient au groupe des vascularites qui se caractérise par une inflammation des vaisseaux sanguins. Concernant donc la maladie de BCIT avec la grossesse, au contraire, la grossesse elle est associée souvent à une rémission de la maladie de BCIT chez la femme, mais cependant, on a eu quelques cas donc, de maladie de BCIT donc, chez le nouveau-né qui ont été donc, décrits dans la littérature. Ce BCIT néonatal est heureusement rare, il est transitoire et régresse généralement rapidement après la naissance. La maladie de BCIT n'est pas proprement parlée une maladie donc génétique car de nombreux facteurs sont impliqués. Il est toutefois possible que certains gènes prédisposent à cette maladie, on parle de prédisposition donc génétique. Et le groupe HLA font partie de ces facteurs génétiques probables. Et dans ce cadre, on va demander le typage de groupe HLA B5 qu'on retrouve dans les populations du Moyen et de l'Extrême-Orient. Une cause auto-immune a été aussi donc prouvée par l'isolation des anticorps type IgG qui ont un passage transplacentaire et aussi par l'étude par immunofluorescence des lésions donc cutanées. Le BCIT néonatal, donc il y a peu de revues de la littérature, donc il y a des articles qui sont publiés à propos d'un cas ou deux cas à l'extrait, quelques dizaines d'articles. Et l'aspect clinique, souvent, donc c'est un début fin de la première semaine de vie avec une résolution spontanée au bout de 8 semaines, donc ce sont des lésions transitoires. Et le signe commun, ce sont des lésions bipolaires à localisation urogénitale d'aspect ulcéreux, mais parfois elles peuvent être donc pustuleuses, nécrotiques, voire donc de sévérité variable en profondeur, en extension, avec un tableau infectieux plus parlant. Il y a même, ça a été décrit, des complications vitales en rapport avec la maladie de BCIT donc maternelle, un état de sepsis, donc ça peut déclencher aussi des diarrhées en postnatal, des ulcérations extensives buccales et pharyngées, de telle façon ça va induire un stridor, même une dyspnée inspiratoire qui peut donc engendrer un arrêt respiratoire. Et ça a été aussi rapporté des convulsions généralisées dues à l'ischémie, à l'hémorragie cérébrale. On pense que le mécanisme essentiellement, c'est donc les anticorps antiphospholipides associés à la maladie de BCIT. En conclusion, la maladie donc de BCIT, le BCIT néonatal, il est heureusement transitoire, mais il faut y penser. Il peut survenir chez des mères atteintes de cette maladie. Il est de cause aussi auto-immune avec prédisposition donc génétique. Donc il faut faire le typage HLA pour vérifier donc est-ce que c'est récurrentiel dans la fratrie ou pas. Mais il faut être méthodique dans la prise en charge, qu'il faut éliminer une cause bactérienne après vérification de la clinique et le bilan infectieux.
Une lésion herpétique à évoquer essentiellement s'il s'agit d'un premier enfant. Et puis, en conclusion aussi, surtout, il faut éviter une mauvaise prise en charge par défaut de diagnostic, car ça peut aboutir à des lésions mutilantes, séquelaires et définitives. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manipuler ces lésions. Donc, il faut juste étiqueter ces lésions et démarrer un traitement donc adéquat par une corticothérapie de courte durée générale et aussi donc locale. Malheureusement, donc la mère elle a rapporté donc que ses enfants antérieurs, donc qui sont des filles, ont été donc manipulés. Une sœur a été curtée, donc ces lésions ont été donc curtées donc par un médecin de libre pratique. Et ça aboutit à des lésions vraiment donc, catastrophiques. Vous voyez ce type de lésions séquelaires, une fille qui agit actuellement de 10 ans, donc c'est définitif, c'est des lésions mutilantes au niveau de la langue, au niveau aussi de la commissure donc, labiale, c'est ça par défaut donc, de diagnostic, mauvaise prise en charge. Donc, merci pour votre attention. Merci Hayat pour cette observation très intéressante. Et est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe à la troisième cas clinique, le diagnostic d'une insuffisance hépatocellulaire néonatale, qui sera présenté par le docteur Sobhi Ghanmi de l'équipe de néonatologie de Mahdia. Bonjour chers maîtres et chers confrères, je commence par remercier le comité scientifique de m'avoir donné cette occasion pour présenter ce cas clinique à propos d'une maladie qui n'est pas très fréquente, mais ça va nous permettre de passer quelques messages. Donc il s'agit d'une petite fille âgée de 25 jours qui était admise pour un ictère avec ballonnement abdominal constaté depuis une semaine avant l'admission. Dans les antécédents familiaux, elle est issue d'un mariage consanguin. Elle a un frère de 4 ans qui est en bon état de santé, une sœur qui est décédée à l'âge de 3 mois dans un tableau de cholestase et d'insuffisance hépatocellulaire sans diagnostic. Elle est issue d'une grossesse bien suivie, née à terme par voie basse avec une bonne adaptation à la vie extra-utérine. Elle était eutrophique à la naissance et elle était au sein. Donc, on est devant un tableau d'ictère à l'âge de 25 jours. Il faut s'inquiéter. Tout ictère qui est prolongé sur 2 semaines, il faut l'explorer et il faut se poser des questions. Est-ce qu'il s'agit d'une cholestase? Comme vous le savez, il faut évoquer en premier lieu, par ordre de gravité, une atrésie valvulaire. Sinon, un ictère à bilirubin libre avec tout le dégât neurologique possible en cas de retard de prise en charge. Donc, à l'examen, elle avait un poids de 3,4 kg avec une stagnation pondérale, comme vous le voyez. Donc, elle a pris 100 grammes en 25 jours. Elle était pâle, avec un ictère cutanémiqueux, une peau sèche luisante, une hépatomégalie avec une flèche hépatique à 7,5 cm. Cette hépatomégalie, elle était ferme, indolore à bord tranchant. Il y avait une splénomégalie avec une ascite des œdèmes des membres inférieurs et l'enfant était apéritique avec un bon état neurologique. Donc, devant un ictère prolongé, il faut toujours examiner la coloration des urines et des selles. Comme vous le savez, toutes celles décolorées avec des urines foncées, il faut évoquer en premier lieu une atrésie du valvulaire qui est une urgence diagnostique et thérapeutique. Donc, pour confirmer le diagnostic d'un ictère, il faut faire le dosage de bilirubine. Comme vous le savez aussi, les bilirubines conjuguées, quand ça dépasse les 20% des bilirubines totales, c'est un ictère cholestatique. Donc, en conclusion, il s'agit d'un ictère tardif persistant avec une acide hépatosplénomégalie, des œdèmes, une stagnation pondérale. Il s'agit donc d'un nouveau-né de 25 jours ayant une cholestase avec une insuffisance hépatocellulaire probable. Donc, devant ce tableau, il faut demander un bilan complet hépatique. Donc, il faut doser les transaminases à la recherche d'une cytolyse, dosage de bilirubine totale et conjuguée, dosage de gamma-GT, de phosphatase alcaline, le temps de prothrombine ilianaire pour évaluer l'hémostase. Et il ne faut pas oublier de faire une glycémie avec une albuminémie, recherche de germes dans les urines et le sang.
Donc, un bilan de première attention a été fait, donc, qui a montré une cytolyse manifeste avec des azates à 536, des alates à 1050, avec un TP à 52% non corrigé après l'administration de vitamine K. Le bilirubine total était à 309 avec des bilirubines directes à 142, confirmant cette cholestase avec des gamma-GT à 155, phosphatase alkylate 504, une hypoalbuminémie à 24 grammes par litre et l'inogramme de fonction rénale était normaux. Donc, deux urgences devant ce tableau. Nutritionnel, il faut administrer les vitamines A, D, E, K et avec un apport calorique suffisant. Et la deuxième urgence, c'est le diagnostic étiologique. Devant une cholestase chez le petit nourrisson et le nouveau-né, donc il y a beaucoup d'étiologies à évoquer. Ça peut être des causes extra-hépatiques comme les causes cardiaques, les causes toxiques, les causes endocriniennes dont l'hypothyroïdie et l'hypopituitarisme. Les causes intra-hépatiques, beaucoup d'étiologies à évoquer, dont le syndrome d'allergie, le déficit en alpha-antitrypsine et autres. Et enfin, les causes intra- et extra-hépatiques, il faut évoquer l'atrésie des voies biliaires et le kyste de Colidoc. Pour avancer le diagnostic, il faut s'aider d'une échographie abdominale qui peut montrer des signes donc, qui vont nous orienter vers l'étiologie. Quand il y a une dilatation des voies biliaires extra-hépatiques, il faut évoquer un kyste du colidoque, une lithiase biliaire ou bien une perforation. Ça peut montrer aussi une dilatation des voies biliaires intra- et extra-hépatiques. Dans ce cas, il faut évoquer en urgence l'atrésie du voie biliaire comme premier diagnostic, sinon une cholangite sclérosante moins fréquente. En cas d'absence de dilatation des voies biliaires intra- et extra-hépatiques. Donc, il faut évoquer d'autres causes intra-hépatiques. Ça peut être des étiologies infectieuses, métaboliques ou autres. Donc, devant des signes évoquant une atrésie du voie biliaire, bien sûr, il faut avoir un diagnostic de certitude le plus tôt possible. Il faut faire une laparotomie exploratrice avant 45 jours de vie, donc une supplémentation vitaminique et autres. Donc attention, une échographie normale n'élimine pas une atrésie du voie biliaire. Le diagnostic de certitude peut nécessiter une cholangiographie opératoire. Pour notre malade, la cause intrahépatique de la cholestase était plus probable devant la précocité du tableau clinique et la sévérité, le caractère ferme, indolore et abord inférieur tranchant de l'hépatomégalie et la consanguinité, les antécédents de décès chez la fille, chez la sœur de 3 mois dans un tableau d'insuffisance hépatocellulaire. Donc, en cas d'absence d'obstacles échographiquement, donc il faut évoquer les causes infectieuses, dont le syphilis, les hépatites virales, etc. Donc, on va faire une sérologie d'embryophytopathie et virale selon l'étiologie évoquée. Donc, en cas de cholestase métabolique évoquée, donc on va chercher une galactosémie, un déficit en alpha-antitrypsine, une tyrosinémie, une cytopathie mitochondriale et on va faire des bilans biologiques pour infirmer ou confirmer l'un de ces diagnostics. Sinon, on peut évoquer ici une mycoviscidose, le syndrome d'allergie, le déficit de cortisol et toujours le bilan demandé sera par rapport à l'étiologie évoquée. Donc, le bilan fait pour cette fille, donc l'échographie abdominale n'a pas montré de dilatation intra- ou extra-hépatique des voies biliaires, mais ça a montré des plages hypoéchogènes en faveur d'une fibrose hépatique. Le bilan thyroïdien était normal, la chromatographie des acides organiques était normale, le dosage de succinylacétone acétone était normal aussi, les sérologies hépatite virale négatives et la galactosémie n'a pas été retenue devant la non-amélioration après exclusion de galactose. Donc, on voit bien que le bilan est donc normal, mais l'anémie, donc la pâleur, ça a attiré notre attention. Une numération formée sanguine a été faite qui a montré une anémie normochromocytaire à 7,1 g par décilitre régénératif avec thrombopénie à 79 000. La ferritinémie dans le cadre de cette anémie a donc été élevée à 7683 nanogrammes par millilitre. Le fer sérique était normal, transférine 0,65, mais le coefficient de saturation de transférine était à 105%, donc augmenté supérieur à 80%, et la biopsie des glandes salivaires était normale. Donc, devant ce tableau clinique, anamnestique et biologique, on a retenu le diagnostic d'hémochromatose néonatale. Donc, la prise en charge, elle était essentiellement nutritionnelle, avec une chélation par défuroxamine. L'évolution était fatale vers l'âge de 2 mois et la biopsie hépatique post-mortem a confirmé
le diagnostic de cette hémochromatose néonatale. Donc, l'hémochromatose néonatale, c'est une pathologie rare, mais non exceptionnelle qui débute pendant la période intra-utérine. C'est une pathologie apparemment à transmission autosomique récessive, pas de mutation connue. Elle se complique d'une insuffisance hépatocellulaire. L'origine probable est auto-humaine, donc le traitement qui a été essayé sont les vénoglobulines qui seront administrées chez la maman pendant la période anténatale et quelques études à petit effectif a suggéré une amélioration du pronostic et ça a permis d'éviter une transplantation hépatique chez les 3/4 des malades. Donc, en conclusion, tout ictère qui persiste au-delà de 2 semaines doit être exploré. L'atrésie du voie biliaire doit être éliminée. Une échographie normale ne permet pas d'éliminer une atrésie du voie biliaire. Et après avoir donc éliminé un obstacle sur les voies biliaires, chercher d'autres causes intrahépatiques, dont les causes infectieuses et métaboliques, notamment l'hémochromatose, qui est une pathologie rare mais grave, donc engageant le pronostic vital. Et je vous remercie. Merci, Dr Sobhi Rani, pour cette observation très riche et très intéressante. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je passe la parole au professeur Hamouda pour présenter les cas suivants. Merci Kamel Mounessiri. Donc nous allons donc enchaîner avec Dr Shiraz Rgaïk de l'équipe du service d'immunologie de Sfax, qui va donc nous parler donc d'un cas clinique sur le thème d'un état de mal épileptique néonatal. À vous la parole, Shiraz. Bonsoir à tous. Je vais présenter le cas clinique du service de néonatologie de Sfax intitulé État de mal épileptique néonatal, quel diagnostic? Il s'agit de nouveau-nés de sexe féminin issus de parents non consanguins, originaires de Tozeur, pas d'antécédents d'épilepsie ni de retard mental dans la famille. La mère âgée de 40 ans, 5e juste 2e part, 2 fausses couches, une interruption volontaire de la grossesse et elle avait un enfant vivant en bon état de santé. Cette grossesse est une grossesse spontanée bien suivie, les sérologies étaient négatives, pas de notion de prise médicamenteuse. La naissance était à Tozeur à un terme de 36 semaines 4 jours par césarienne en urgence devant un RCF pathologique. L'accouchement était sans incident. Le nouveau-né avait une bonne adaptation à la vie extra-utérine. Il était eutrophique. L'examen à la naissance était normal, en particulier l'examen neurologique. D'où le bébé est gardé à côté de sa mère. 2 CRP faits étaient négatifs et au bout de 48 heures, le nouveau-né a quitté la maternité. À J3 de vie, la petite reconsulte pour des crises à type de clonie de l'hémicorps de Roy, oui généralisée, d'où l'admission à l'hôpital régional de Tozeur. Un bilan infectieux et une antibiothérapie à dose méningée a été démarrée parce que la ponction lombaire faite était traumatique. Elle a reçu 2 doses de charge de Gardénal, puis elle nous a été transférée au service de néonatologie de Sfax pour complément de prise en charge. L'examen à l'admission, elle avait une température à 36,8, une dextro correcte, et dès l'admission, le nouveau-né présentait des crises néonatales. Comme vous voyez sur la vidéo, ces crises sont sous forme de secousse clonique des membres, surtout des mains et des pieds. Ces mouvements ne s'arrêtaient pas avec les tenues. Ce sont des mouvements vibrants. Elles sont tellement répétées qu'ils faisaient un état. Entre les dormis somnolents, les réflexes ostéotendineux présents mais faibles, ainsi que le réflexe archaïque, la fontanelle antérieure était normotendue. Donc, cet examen neurologique n'était pas bien sûr satisfaisant. D'une part, puisque le nouveau-né a déjà reçu 2 doses de Gardénal,
et d'autre part, les crises étaient tellement rapprochées et répétées qu'on n'a pas pu évaluer convenablement l'état neurologique. Le reste de l'examen était sans anomalie, en particulier pas de dysmorphie faciale. La conduite à tenir initiale, mise dans un incubateur, conditionnement, mise en place d'un KTVO, bilan métabolique, bilan infectieux. Nous avons démarré le Rivotril en intraveineuse et nous avons demandé une échographie transfontanellaire et un électroencéphalogramme. Le résultat du bilan initial, le bilan métabolique était normal, ainsi que le bilan infectieux. Les hémocultures étaient négatifs. La ponction lombaire faite 24 heures après la mise des antibiotiques était normale, permettant d'arrêter rapidement les antibiotiques. L'ETF fait en urgence était sans anomalie. Nous avons complété quand même par un scanner cérébral était normal. L'EEG fait au lit de malade alors que le nouveau-né était sous Rivotril. En effet, l'EEG a montré quelques bouffées d'état quand vous voyez de fusée peu abondante sur un EEG fondamental de bonne maturation. L'évolution initiale était marquée entre J4 et J6 de vie par la persistance des crises néonatales, toujours brèves et répétées, sous forme de secousses cloniques, pédalage des membres, malgré l'augmentation des doses du Rivotril. On va passer à la partie quiz. Première question, devant ces crises persistantes, quelle serait votre conduite à tenir? Est-ce qu'il faut donner la pyridoxine, la phénitoïne, le phosphophénitoïne, le vétéracétam ou le dazolam? Et je vous donne 30 secondes pour répondre à la première question. Devant ces crises réfractaires, il faut d'emblée évoquer les causes traitables, en particulier les épilepsies vitaminosensibles. Donc, il faut donner la vitamine B6 puisqu'elle est disponible par voie orale. La phénitoïne et le phosphophénitoïne sont deux molécules largement prescrites en deuxième intention, mais elles ne sont pas disponibles. Le levétéracétam, qui est un traitement anticonvulsivant de nouvelle génération, est devenu utilisé comme un traitement des crises réfractaires. Dans certains centres, il est utilisé en deuxième intention avant la phénitoïne, mais la forme intraveineuse n'est pas disponible. Le midazolam n'est pas indiqué pour notre patiente puisqu'elle a déjà reçu une benzodiazépine. Je vous rappelle rapidement l'algorithme du traitement de la crise néonatale. En première intention, c'est toujours le phénobarbital, le Gardénal. On peut donner 2 doses de charge. En deuxième intention, nous avons 2 alternatives, soit la phénitoïne, soit le levétéracétam. Et pour les benzodiazépines et les lidocaïne, reste toujours un traitement de troisième intention. La vitamine B6 doit être toujours indiquée en cas de crise réfractaire ou en cas de suspicion d'une épilepsie vitaminosensible. Pour notre patiente, nous avons donné la pyridoxine par voie orale, mais d'autres crises similaires ont été s'est produites. Par conséquent, nous sommes passés au levétéracétam et malgré tout ça, le nouveau-né continue à convulser, d'où la décision était d'arrêter le Rivotril ainsi que la vitamine B6, puisque devant l'absence complète d'amélioration. On va passer à la deuxième question. Quelle étiologie faut-il évoquer à ce stade? Est-ce qu'il faut évoquer l'épilepsie néonatale familiale bénigne, l'épilepsie néonatale non familiale bénigne, le syndrome de Tahara, l'encéphalopathie myoclonique précoce, l'hyperglycémie sans cétose? Et je vous donne 30 secondes pour répondre à cette deuxième question.
Devant cet état de mal épileptique alarmant résistant aux plusieurs traitements anti-épileptiques, vous avez raison, on doit évoquer tous les syndromes épileptiques néonataux. L'épilepsie néonatale bénigne doit être évoquée puisqu'elle peut se traduire à la période néonatale, peut se révéler par un état de mal épileptique, d'autant plus que le tracé de fond à l'EEG de notre patiente et montre une bonne maturation. On va passer à la troisième question. Quelle exploration faut-il demander à ce stade aussi? Et je vous donne encore 30 secondes pour répondre à cette question. Puisqu'on a évoqué tous les syndromes épileptiques néonataux, donc on doit compléter par toutes ces explorations la chromatographie des acides aminés plasmatiques et des acides organiques urinaires, l'étude génétique de la pyridoxinodépendance, la spectro-IRM cérébrale et on doit refaire l'EEG. La magnésémie devrait être demandée dès le premier bilan. Pour notre patient, le bilan métabolique était normal, l'étude génétique de la pyridoxinodépendance était normale, ainsi que l'IRM cérébral. L'EEG de contrôle, cette fois-ci fait sous levette, a montré la persistance de quelques crises de clonie, associées toujours à un rythme fondamental excellent. Au total, notre patiente présente un état de mal épileptique rebelle aux plusieurs traitements anticonvulsivants. Nous avons ajouté par la suite la valproate de sodium, mais sans amélioration, dont le bilan étiologique était négatif et dont l'évolution était marquée par la disparition complète des crises et l'amélioration de l'état d'éveil et des réflexes archaïques vers J16 de vie. Ceci nous a permis de retenir le diagnostic d'épilepsie néonatale bénigne, défini par la survenue des crises chez un nouveau-né à terme, neurologiquement sain. Les crises commencent entre le 2e et le 8e jour de vie, appelées auparavant les convulsions du 5e jour. Entre les crises, l'examen neurologique doit être normal. Les explorations demandées doivent exclure toute étiologie spécifique sous-jacente. L'EEG doit montrer un tracé de fond bien organisé et le pronostic est généralement favorable. Il y a deux types d'épilepsie néonatale bénigne, l'épilepsie néonatale familiale bénigne et l'épilepsie néonatale non familiale ou idiopathique bénigne. Ce tableau illustre les différentes caractéristiques cliniques de ces deux entités. Globalement, la seule différence, c'est la présence ou non d'une histoire familiale d'épilepsie. En effet, en cas d'épilepsie néonatale familiale bénigne, on trouve dans les antécédents familiaux la notion d'épilepsie ou des convulsions néonatales. Et cette forme familiale est une maladie génétiquement déterminée de transmission autosomique dominante. Elle est due souvent à la mutation d'un gène appelé le KCNQ2 ou 3 qui code pour des canaux potassiques voltage dépendants. Et je vous explique. Ce gène a un rôle dans la stabilité de l'excitabilité membranaire des neurones. La mutation de ce gène va entraîner un dysfonctionnement du canal ionique et un défaut de la repolarisation membranaire qui est à l'origine de l'épilepsie. Dans l'épilepsie néonatale idiopathique bénigne,
le support génétique est généralement inconnu. Cependant, des mutations de nouveau du gène KCNQ2 ont été récemment décrites dans la littérature. Sur le plan thérapeutique, pas de recommandations spécifiques. Un traitement anticonvulsivant souvent administré à la phase aiguë pour arrêter les crises et prévenir la récurrence et la survenue des états de mal épileptique. Un traitement au long cours est généralement non nécessaire lorsqu'il est indiqué. Les molécules prescrites sont souvent le phénobarbital en première intention, les bloqueurs du canal sodique, en particulier le carbamazépine ou le tegretol, c'est une alternative, ainsi que la valproate de sodium. Sur le plan évolutif, donc les crises s'arrêtent souvent avant l'âge de 6 mois dans les formes familiales. Pour les épilepsies bénignes idiopathiques, le contrôle des crises se fait au bout de 1 mois. 10 à 20% des patients atteints d'épilepsie bénigne familiale peuvent développer une épilepsie secondaire à l'âge adulte. Et bien que les troubles neurodéveloppementaux ne sont pas considérés comme caractéristiques de l'épilepsie néonatale bénigne, certaines études récentes décrivent ces troubles. Ceci pourrait être dû à la variabilité d'expression de la mutation de ce même gène, le KCNQ2, qui contribue aux différents phénotypes. Par conséquent, une évaluation neurologique et une surveillance par un électroencéphalogramme sont nécessaires lors du suivi. Pour notre patiente, le contrôle des crise s'est fait vers le 16e jour de vie. Le jet de contrôle était normal. Les vétéracétam arrêtés à J25 de vie. La patiente a été mise sortante à J22 de vie sous dépakine. Revue à la consultation, elle a présenté au début une crise par semaine pendant le premier mois, puis arrêt définitif des crises. Elle avait une bonne prise pondérale, un examen neurologique satisfaisant. Et je vous montre son dernier examen neurologique par cette vidéo. Elle est âgée actuellement de 4 mois et demi. Donc, elle présente un bon tonus axial et périphérique. Elle est en train de tenir la tête. Elle présente un très bon contact, un bon état d'éveil, une bonne poursuite oculaire et auditive. Donc, un examen neurologique rassurant. Le jet de contrôle à l'âge de 3 mois était normal et la dépakine, elle est en cours de dégression. Cependant, pour notre patiente, le recul est assez court pour établir le diagnostic et le pronostic neurologique. Pour conclure, à travers cette observation, on peut déduire qu'un tableau clinique sévère initial peut être révélateur d'une épilepsie bénigne. Le but du traitement antiépileptique initial est d'arrêter les crises et d'éviter les effets secondaires sur le cerveau. L'épilepsie néonatale idiopathique bénigne ne nécessite pas de traitement au long cours. Le pronostic est généralement favorable, mais un suivi neurodéveloppemental au long cours est nécessaire afin de rechercher des troubles neurodéveloppementaux. Et merci. À la fin, je vous donne une question ouverte. Est-ce que faut-il compléter par l'étude génétique pour notre patiente? Et merci pour votre attention. Merci, Dr Shiraz Rgaïk, pour ce cas clinique intéressant donc, à propos donc, de l'épilepsie néonatale et l'épilepsie néonatale bénigne. Donc, il faut y penser. C'est le diagnostic donc, le plus fréquent. C'est vrai que le tableau clinique donc, peut orienter vers d'autres pathologies, mais l'exploration et l'évolution, donc, ça permet donc, de retenir le diagnostic et donc de bien planifier de la prise en charge. Et on s'excuse de aussi donc,
pour gagner donc, du temps, donc, puisqu'on est un peu en retard, donc nous allons passer dans la dernière présentation de cas clinique qui sera présentée donc, par le service néonatologie de Sousse à propos de la thrombopénie néonatale. À vous la parole, Menel. Bonjour, donc avant de commencer, je voudrais bien remercier les membres de l'Association tunisienne de médecine néonatale de m'avoir donné l'opportunité de participer au premier congrès national de médecine néonatale. Et là, on va enchaîner avec le cas clinique de l'équipe de néonatologie de Sousse dont je fais partie. Donc, il s'agit d'un nouveau-né de sexe masculin, à un terme de 37 semaines, 3 jours, sans antécédents familiaux notables. Il est issu d'un mariage non consanguin, d'une mère âgée de 36 ans, G1P1, tabagique, de groupe sanguin B positif. La grossesse était bien suivie avec une échographie anténatale et une prophicité limite. La maman avait une sérologie de toxoplasmose négative avec un dernier contrôle à 28 semaines d'aménorrhée. La grossesse était compliquée d'une rupture prématurée de membrane de 20 heures. L'équipe d'amniotique était claire, la présentation céphalique et l'accouchement était par voie basse. Le nouveau-né a présenté des anomalies RCF à l'expulsion en rapport avec un triple surfaire du cordon. Il avait un score d'Apgar correct à 8,9. Il était hypotrophe avec un poids à 2,1 kg. Il a présenté une détresse légère mise sous oxygénothérapie par OUD. Et dès la naissance, on a constaté des pétichies au niveau du cou qui étaient mis sur le compte d'un circulaire du cordon. Il avait un dextro correct et il a reçu la vitamine K en intramusculaire. L'évolution était rapide, était favorable avec un sevrage rapide de l'oxygène et une bonne prise du sein. À H12 de vie, on constate une extension des pétichies au niveau du tronc. Là, on doit insister sur les éléments pertinents de l'examen physique de ce purpura extensif. Et donc, on doit vérifier la coloration du bébé, on doit s'assurer que son état hémodynamique est stable, vérifier la présence d'une hépatocémégalie, vérifier la présence d'un hématome au point d'injection de la vitamine K et vérifier son état neurologique. Dans notre cas, le bébé était érythrosique, il n'y avait pas de pâleur, il avait un petit hématome au point d'injection de la vitamine K, il était stable sur le plan hémodynamique et respiratoire, il n'avait pas d'hépatocémégalie. L'examen neurologique était normal avec une fontanelle normotendue et un PC stable. Il n'y avait pas d'anomalie morphologique apparente, pas de dysmorphie faciale, pas d'anomalie des extrémités, ni de manchant cutané. Et devant ce purpura extensif, quelle est notre conduite à tenir? Est-ce qu'on va hospitaliser le nouveau-né? Est-ce qu'on va demander un bilan d'hémostase avec le groupe sanguin? Est-ce qu'on va demander un bilan infectieux? Est-ce qu'on va demander des échographies? Ou on ne va rien faire et on va sauver le nouveau-né aux étages à la maternité à côté de sa maman? Et bien sûr, devant ce purpura extensif, c'est un élément de gravité, donc on doit hospitaliser le nouveau-né, on doit demander un bilan d'hémostase avec le groupe sanguin du nouveau-né et on doit compléter par une CRP et une hémoculture. Donc notre bébé a été hospitalisé en unité de soins intensifs, il avait au bilan initial une CRP négatif et le bilan d'hémostase a objectivé au niveau de la numération de la formule sanguine une hémoglobine à 21 grammes par décilitre et des plaquettes à 11 000, qui est une thrombopénie sévère inférieure à 30 000, avec un TP à 68% correct et un TCK à 34 secondes qui était correct. Donc, au total, il s'agit d'un nouveau-né à terme, de sexe masculin, hypotrophe, sans consanguinité, de mère tabagique, avec une amnésie infectieuse positive et une notion de souffrance fétale aiguë. Il a une bonne adaptation à la vie extra-utérine. Il a présenté à H12 de vie des pétichies extensives au niveau du corps et un hématome au point d'injection. Il présente au niveau de la biologie une thrombopénie sévère et une polyglobulie avec une CRP négative. Devant cette thrombopénie sévère et ce purpura extensif, quelle serait notre conduite à tenir? Est-ce qu'on va demander une NFS au talon avec frottis? On va demander une deuxième NFS sur un prélèvement périphérique et un tube citraté? On va demander un temps de saignement sur le nouveau-né? On va doser les facteurs de coagulation ou on va pratiquer une NFS pour la mère? Et bien sûr, devant une thrombopénie, on doit confirmer cette thrombopénie par un deuxième prélèvement sur sang périphérique et sur un tube citraté afin d'éliminer les fausses thrombopénies. On ne fait pas d'NFS au talon avec frottis pour ne pas aboutir aux fausses thrombopénies, aux microcaillots. Le temps de saignement chez le nouveau-né n'est pas contributif et n'est pas indiqué. On ne va pas faire de facteur de coagulation devant un TP-TCK correct. Et bien sûr, pour avancer au niveau de la démarche diagnostique histologique d'une thrombopénie néonatale, on doit demander la NFS de la mère. Dans notre cas, la thrombopénie a été confirmée et pour la deuxième NFS, on a cette thrombopénie sévère à 10 000 éléments par millimètre cube et à la de la maman, elle présente des plaquettes normales à 260 000 par millimètre cube.
Devant cette thrombopénie sévère, quelles seraient les étiologies probables? Est-ce qu'on va évoquer l'infection bactérienne précoce, la thrombopénie dans le cadre du retard de croissance, la thrombopénie auto-immune, l'embryophytopathie infectieuse ou la low-immunisation plaquettaire? Et là, vous pouvez voter, lancer le sondage. Donc, stop. Et les réponses exactes, bien sûr, devant une thrombopénie sévère avec une amnésie infectieuse positive, on doit évoquer l'infection bactérienne précoce. La thrombopénie dans le cadre de retard de croissance, généralement, n'est pas si sévère. Et la thrombopénie auto-immune, on ne va pas l'évoquer parce que la maman présente un état clinique qui est correct avec une NFS et des plaquettes normales. L'embryophytopathie infectieuse, on va l'évoquer devant son retard de croissance sévère, la thrombopénie sévère et la sérologie toxoplasmose négative non contrôlée. Et devant toute thrombopénie sévère avec un nouveau-né par ailleurs stable, on doit toujours évoquer la low-immunisation plaquettaire. Et dans le cadre d'une thrombopénie néonatale, donc il faut toujours revérifier l'interrogatoire, les antécédents de la maman, la prise médicamenteuse, revérifier le placenta auprès de la maternité, demander l'anaphyse de la mère et selon l'anaphyse de la maman, est-ce qu'elle présente une thrombopénie et si le nouveau-né il est asymptomatique ou elle présente un syndrome hémorragique isolé, normalement on évoque les thrombopénies immunologiques comme les thrombopénies auto-immunes, le lupus, l'immunoallergique et les thrombopénies familiales. Et si les plaquettes de la maman sont normales, on va s'assurer de l'examen du nouveau-né. Si le bébé présente un examen normal, on va évoquer la thrombopénie allo-immune et plus ou moins les autres causes immunologiques de la thrombopénie. Et si l'examen du nouveau-né, objectif d'une hépatosmégalie, on doit évoquer tout ce qui est infection bactérienne, les embryopathies infectieuses, la leucémie congénitale, les hémangiomes. S'il présente à l'examen une dysmorphie, une malformation, on va évoquer le TAR syndrome, la maladie Fanconi ou les aberrations chromosomiques. Devant ce purpura extensif et cette thrombopénie sévère confirmée, quelle serait aussi notre conduite à tenir? Est-ce qu'on va mettre une voie veineuse solide comme le cathéter veineux ombilical? Est-ce qu'on va mettre le bébé sous triple antibiothérapie à visée infectieux néonatale bactérienne précoce? Est-ce qu'on va transfuser par du PFC, transfusion des plaquettes ou on va interdire l'injection intramusculaire et le prélèvement artériel? Et bien sûr, toutes les réponses sont justes et la transfusion de PFC dans ce cas n'a pas de place puisqu'on a un TP-TCK qui était correct. À ce stade, et devant cette thrombopénie sévère et dans le cadre de cette démarche étiologique de cette thrombopénie néonatale, quel autre examen complémentaire demanderez-vous? Vous pouvez voter et lancer le sondage. Donc, on va demander un phénotypage plaquettaire, un myélogramme, les anticorps anti-HPA, un bilan torche, ou on va pratiquer des échographies, l'ETR ou l'échographie abdominale. Stop. Et donc, les réponses justes, puisqu'on a évoqué le diagnostic de thrombopénie allo-immune, on doit compléter par le phénotypage plaquettaire nouveau-né, père et mère. On va chercher les anticorps anti-HPA. On va demander le bilan torche afin d'éliminer cette embryophytopathie infectieuse. Et on va pratiquer les échographies cérébrales, abdominales, à la recherche de malformations vasculaires, l'hémangiome ou localisation d'un saignement, vu qu'on a une thrombopénie sévère inférieure à 30 000. Dans notre cas, l'infection bactérienne précoce était infirmée, le bilan torche était négatif, les échographies transfrontalières et abdominales n'avaient pas montré de saignement ni de malformation vasculaire profonde et le phénotypage plaquettaire nouveau-né, mère et père était en cours. Notre nouveau-né a reçu une transfusion de plaquettes à raison de 10 ml par kilo sur une heure. Il faut toujours vérifier la transfusion de plaquettes et toujours s'assurer de mélanger la seringue de temps en temps pour éviter la sédimentation des plaquettes au cours de transfusion des plaquettes. Au cours de l'évolution, on n'a pas noté d'extension du purpura ni de l'hématome de la cuisse et il n'y avait pas de saignement au point de ponction.
et on pratique l'NFS à H24 de vie, on a toujours cette thrombopénie sévère à 24 000 éléments par millimètre cube. Donc, le diagnostic de thrombopénie immune est très probable, mais vu la difficulté pour confirmer le diagnostic et l'urgence de prise en charge thérapeutique, l'indication d'une cure de vinoglobuline à raison de 1 g par kilo pendant 2 jours a été posée. À H30 de vie, le bébé présente une désaturation à 70% avec survenue de 2 apnées sans mouvements anormaux et de récupération rapide. Selon vous, cette désaturation avec apnée serait de quelle étiologie? S'agit-il de troubles métaboliques, vu que dans le cadre d'un retard de croissance, et on doit évoquer les troubles métaboliques à type d'hypoglycémie et hypocalcémie? S'agit-il d'une cause centrale avec une hémorragie intracrânienne, vu la thrombopénie sévère, ou une anémie en rapport avec une hémorragie profonde, une volite infectieuse? Cette analyse infectieuse positive, et on évoque toujours l'infection bactérienne précoce ou une cardiopathie congénitale. Et donc, le bilan pour notre bébé, il a montré un bilan métabolique qui était correct, il n'y avait pas d'anémie à la NFS, le bilan infectieux était négatif, la radio thoracique était sans anomalie, l'écho était normal, et l'écho transpontanalaire a montré un hématome sous-dural temporal droit de 30 sur 10 mm. Et donc, cette apnée, elle est d'origine centrale et c'est des équivalents convulsifs. Et le bébé a reçu un traitement anticonvulsivant. Et bien sûr, on a complété par une échographie abdominale à la recherche d'autres localisations de saignement qui étaient normales. L'évolution a été marquée par les récidives de convulsions natales. Le bébé était hypotonique avec une hyporéactivité. Et donc, une IRM cérébrale a été pratiquée qui a montré un hématome subdural de 30 sur 10 mm avec une thrombose veineuse du sinus transverse droit et un thrombose flottant court du sinus sagittal supérieur. Et après avoir reçu les 2 kilos plaquettaires et la première dose de vinoglobuline, les plaquettes de contrôle étaient à 28 000 éléments par millimètre cube. Et bien sûr, devant cette hémorragie cérébrale active, on a contrôlé le bilan d'hémostase avec un TP de contrôle à 70% et un TCK qui était correct. Et après avoir eu le résultat de l'IRM cérébrale, que faites-vous? Donc, lancez le sondage et vous pouvez voter. Est-ce que vous allez pratiquer une thrombolyse? On demande un avis de neurochirurgie. On va mettre sous HPPM, on va transfuser des plaquettes ou c'est l'ascension thérapeutique. Donc, la réponse juste, c'est de demander un avis neurochirurgien devant cette hémorragie intracrânienne, plus ou moins s'il y a une éducation chirurgicale, et on va transfuser des plaquettes devant un chiffre de plaquettes toujours inférieur à 30 000 et cette hémorragie intracrânienne active, et c'est l'abstention thérapeutique concernant la mise sous traitement anticoagulant. Concernant notre patient, on doit voir le bénéfice-risque d'un traitement anticoagulant dans notre cas. Et notre bébé, il avait la contre-indication au traitement anticoagulant qui était un trouble sévère de l'hémostase, qui était une thrombopénie sévère qui est inférieure à 30 000 avec cette hémorragie intracrânienne active. Et après avoir vu la littérature et cédé les recommandations de la Société française de neurologie pédiatrique et selon l'American College of Chest Physicians, il préconise pour les nouveau-nés qui ont une hémorragie parenchymateuse significative, il est proposé de contrôler la taille de thrombus à J5 ou J7 et de mettre en route un traitement anticoagulant si on constate une extension de la taille de thrombus. Et c'est ce qui a été fait pour notre patient. L'NFS, après la cure de vinoglobuline et la transfusion de plaquettes, on a un taux de plaquettes à 60 000 éléments par millimètre cube et une hémoglobine à 16 grammes par décilitre. L'IRM de contrôle cérébral à J13 de vie montre toujours la persistance de cet hématome sous-dural temporal droit qui a augmenté un peu de taille mais sans effet de masse et n'a pas de thrombose veineuse à l'IRM de contrôle. Et pour essayer de comprendre pourquoi dans notre cas, dans cette situation de thrombopénie sévère, de ce saignement intracrânien, pourquoi notre bébé fait une thrombose cérébrale? Là, nous rappelons, dans notre cas, on est devant une hypotrophie d'un bébé issu d'une mère tabagique, dite pakianée,
L'hypotrophie de l'autovagisme fœtal ont en conséquence une hypoxie fœtale chronique avec une augmentation de l'érythropoïèse qui aboutit à une tendance à la polyglobulie de cas de notre patient avec un syndrome d'hyperviscosité. Et la thrombose, elle est secondaire à ce syndrome d'hyperviscosité qui elle-même peut être une cause de la thrombopénie et, dans notre cas, l'étiologie d'une aggravation d'une thrombopénie néonatale. Ainsi, dans notre cas, donc on a retenu le diagnostic de thrombopénie allo-immune. Rappelons que l'allo-immunisation, la thrombopénie allo-immune, c'est une allo-immunisation maternelle contre les antigènes plaquettaires fœtaux hérités du père. C'est l'équivalent de la maladie immunolytique néonatale. Et le premier enfant peut être atteint, c'est le cas de notre patient. Et si la thrombopénie est sévère, comme dans notre cas, généralement, elle se manifeste par des pétichies, par du purpura et une hémorragie intracrânienne dans 20% des cas, le cas de notre patient. Et l'antigène impliqué le plus fréquent dans cette thrombopénie allo-immune, c'est l'antigène HPA1. Donc, pour confirmer la thrombopénie allo-immune, il faut mettre en évidence les anticorps anti-HPA maternels. Puis, on va compléter par le génotypage plaquettaire mère, père et nouveau-né afin d'identifier des incompatibilités potentielles mère-nouveau-né. Et à la fin, on doit s'aider du test MEPA afin de confirmer la spécificité des anticorps. Et c'est un test qui utilise un cross-match entre les sérums maternels et les plaquettes paternelles. Concernant la thrombopénie allo-immune, qu'en est-il pour la prise en charge thérapeutique? Et dans le cas d'une thrombopénie allo-immune, si le taux de plaquettes est inférieur à 25 000 éléments par millimètre cube ou le taux de plaquettes est entre 25 000 et 50 000 avec un saignement actif, on va indiquer les transfusions de plaquettes généralement compatibles. Et si le taux de plaquettes est supérieur à 50 000, l'indication a une surveillance clinique avec un contrôle quotidien des plaquettes jusqu'à aboutir à un taux de plaquettes supérieur à 100 000. Et concernant la transfusion de plaquettes, normalement, c'est des plaquettes qui sont compatibles. Le meilleur donneur, c'est la mère, et c'est des plaquettes qui sont lavées afin d'éliminer les allo-anticorps, et c'est des plaquettes éradiées afin d'éviter la réaction de rejet de greffon contre l'hôte. Si les plaquettes maternelles ne sont pas disponibles, s'il y a possibilité de donner des plaquettes homozygotes HPA1B, et sinon, si pas de disponibilité des plaquettes compatibles, on doit donner des plaquettes standards s'il y a nécessité, bien sûr, comme le cas de notre patient, avec l'association à l'injection, l'administration des vénoglobulines intraveineuses qui ont un effet retardé de 18 à 24 heures après l'injection. Voici l'évolution des taux de plaquettes chez notre patient avec un nadir à 10 000 plaquettes H12 de vie. Il a eu une transfusion de plaquettes, puis une administration des vénoglobulines avec une augmentation progressive du taux de plaquettes qui se stabilise vers J9, J12 de vie, vers 70-80 000. A homozygote et le nouveau-né, il est HPA 1A et 1B. Et après avoir reçu le résultat de ce phénotypage plaquettaire, qu'en est-il pour les grossesses ultérieures? Et là, vous pouvez voter. Est-ce que il n'y a pas de risque pour les grossesses ultérieures? Est-ce qu'il y a un risque de résidu de la thrombopénie? Est-ce qu'il y a un risque très important d'hémorragie intracrânienne? Est-ce qu'on va pratiquer un phénotypage des plaquettes fœtales ou sur une indication, un traitement chez la mère par les immunoglobulines intraveineuses? Et lancer le sondage. Stop. Et donc, pour les grossesses ultérieures et dans le cas de notre patient avec un papa homozygote, donc le risque de thrombopénie y est. Il y a un risque très important d'hémorragie intracrânienne pour les grossesses ultérieures, pratiquement dans 80% des cas. Le phénotypage des plaquettes fœtales n'est plus indiqué vu que c'est un geste invasif avec des complications plus lors des grossesses. Et bien sûr, c'est le cas, comme le cas de notre patient, c'est une grossesse à risque et donc c'est l'indication d'un traitement par les vénoglobulines de la mère des 12 à 7 semaines d'aménorrhée. Et selon la littérature,
quand la grossesse elle est compliquée d'une thrombopénie allo-immune, si on a un risque élevé, c'est-à-dire on est dans le cadre d'une thrombopénie allo-immune avec antécédent d'hémorragie intracrânienne, et donc normalement c'est l'indication à l'administration des immunoglobulines chez la mère à partir de 12 semaines d'aménorrhée, 1 gramme par kilo par semaine, et l'accouchement sera programmé vers 36 semaines d'aménorrhée. Et quand le risque est standard, ça veut dire qu'il y a une thrombopénie allo-immune identifiée, mais pas d'antécédent d'hémorragie intracrânienne, c'est à partir de 20 semaines qu'on va indiquer les immunoglobulines maternelles à la dose de 0,5 g par kilo par semaine, et l'accouchement va être programmé à 37 semaines d'aménorrhée. Concernant l'évolution de notre bébé, donc il a gardé initialement une petite hypotonie axiale et périphérique, il était réactif, il a été mis au biberon à J10 de vie, il a gardé un PC qui était stable à 34 cm, et enfin il a été mis sur temps à J17 de vie. Et lors du son suivi à moyen terme, donc il présente un état neurologique correct, avec une poursuite oculaire, il avait un EEG normal, avec un taux de plaquettes à 1 mois à 270 000 éléments par millimètre cube, et le traitement anticonvulsivant a été arrêté. Et pour conclure, donc la thrombopénie néonatale, elle se voit aussi bien chez le nouveau-né sain que chez le nouveau-né malade. Les étiologies sont multiples et parfois intriquées. La principale complication et la hantise devant thrombopénie néonatale, c'est les survenues d'une hémorragie intracrânienne avec les risques de séquelles neurologiques. La prise en charge de la thrombopénie, c'est une prise en charge étiologique et symptomatique. Et en cas de grossesse avec une thrombopénie allo-immune, il faut bien codifier la démarche et l'approche prophylactique pour les grossesses ultérieures. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Belal, pour cette observation et ce cas clinique très intéressant. Et donc, nous terminons les cas cliniques et les quiz. Et avant de passer à la clôture de ce congrès, donc un spot publicitaire. Et ensuite, j'invite le professeur Ahmed Raqiq et le professeur Qasim pour la clôture et les prix.